On va pouvoir commencer. Bonjour tout le monde. Merci et bienvenue à cette conférence virtuelle portant sur les enjeux en lien avec le droit de manifester en Afrique. Je me présente, je m'appelle Adenika Adegbidi et je suis chargée de projet aux campagnes ici chez Amnesty International Canada francophone. C'est moi qui vais vous présenter les détails techniques du webinaire d'aujourd'hui. Je me joins à vous à partir de Tiohtià:ke, ou Montréal, où sont situés les bureaux d'Amnesty International Canada francophone. Nous tenons à reconnaître que nos bureaux sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Ghanien-Guéaga comme gardienne des terres et des eaux, sur lesquelles nombre d'entre nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Je sais que nous comptons parmi nous des participantes de partout au Québec et même d'au-delà. Je vous invite maintenant à partager dans la conversation de quel territoire vous vous joignez à nous. Si jamais vous n'êtes pas certain ou certaine du territoire sur lequel vous êtes situé, je vous invite à consulter l'outil de cartographie Native Land qui va bientôt être partagé dans la conversation. Cette conférence virtuelle est la dernière de notre série de webinaires de cet automne et nous sommes très heureux et heureuses de vous compter parmi nous. Je vais vous présenter l'ordre du jour de ce webinaire. Je vais poursuivre en faisant le point sur quelques détails techniques. Puis je présenterai le modérateur et il poursuivra donc en présentant la thématique du webinaire ainsi que nos panélistes. Par la suite débutera la discussion avec les panélistes et finalement, il y aura une période de questions-réponses. Au sujet des détails techniques, veuillez noter que votre micro est désactivé pour une meilleure audibilité des panélistes. Vous pouvez converser avec le modérateur et les participantes via la conversation. Vous pouvez également poser vos questions pour les conférenciers et conférencières via la boîte questions-réponses à la suite de leur présentation. Et si vous tweetez en direct du webinaire, n'oubliez pas d'identifier Amnesty International Canada francophone. Le modérateur du webinaire de ce midi est Hervé Delmas-Kokou, directeur d'Amnesty Côte d'Ivoire. Je le remercie d'avoir accepté notre invitation et je lui passe à présent la parole afin qu'il vous présente la thématique de la conférence ainsi que les panélistes. Hervé, la parole est à vous. Bonjour Déliqué, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas me présenter, Déliqué m'a déjà présenté. Effectivement, je suis le modérateur de cette conférence. La conférence aujourd'hui a pour thème droit de manifester en Afrique, enjeux et menaces. Notre objectif est de mieux comprendre le droit de manifester de plus en plus mis en mal dans le monde. Nous avons décidé de donner la parole à des défenseurs des droits humains du continent africain. Ayant vu le droit de manifester bafoué, chacune parmi ces panélistes partageait avec nous son histoire, qu'ils ont eu plus ou moins à vivre, et nous aurons l'occasion de leur poser des questions à la suite de ces témoignages. Ces panélistes sont au nombre de 4, que nous saluons encore une fois de plus. Je vais vous les présenter. Il y a M. Ousmane Ali Diallo, qui est chercheur sur les droits humains sur le Sahel, pour le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Sénégal. Il travaille pour Amnesty International, le bureau régional. Il y a Mme Bégeline Domou, activiste et défenseur des droits humains. Elle travaille pour le mouvement social Stand Up for Cameroun. Elle a été arrêtée en 2018 et elle lutte pour défendre le droit de manifester et les droits de liberté au Cameroun. Il y a M. Khaled Dranimi, qui est journaliste, militant pour la liberté de la presse en Algérie. Dès le début du mouvement Irak, Khaled était l'un des premiers journalistes indépendants à couvrir les manifestations hebdomadaires. Le 27 mars 2020, Khaled a été arrêté alors qu'il couvrait une manifestation. Il a été inculpé d'incitation.
à un attroupement non armé et condamné à 2 ans de prison, puis libéré en 2022. Enfin, nous avons Saïkou Yaya Diallo, militant pour les droits humains en Guinée. Il a été emprisonné pour ses activités liées à un mouvement citoyen qui luttait contre la modification de la Constitution pour le troisième mandat du président Alpha Condé. Il est actuellement même au Sénégal, mais pas en exil à ce que je sache. C'est maintenant le temps d'accueillir notre premier conférencier. Les 4 passeront, chacun avec un timing. Nous allons commencer par Ousmane Ali Diallo. C'est vrai aussi qu'il est de la maison, comme moi. Ce n'est pas une des raisons, mais on pourrait commencer par Ousmane Ali Diallo, afin qu'il nous parle du travail d'Amnesty International dans la région du Sahel et surtout au Sénégal, en lien avec ce qu'il fait, le droit de manifester. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays aussi qui est dans la même zone géographique. Malheureusement, Diallo ne couvre pas la Côte d'Ivoire, mais nous avons pratiquement les mêmes problèmes. Je ne vais pas revenir ici faire le travail, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous pouvez écouter Diallo et à la suite de ça, on verra si nous sommes pratiquement dans le même domaine. Diallo, s'il te plaît. Merci beaucoup, Hervé, et bonsoir à tous et à toutes, ou bien bonjour à tous et à toutes, comme certains de nos webinaristes sont au Canada. Donc, je suis chercheur au bureau régional d'Amnesty International, basé à Dakar et couvrant les pays du Sahel. Et aujourd'hui, je vais parler des enjeux et des défis dans le respect et la jouissance du droit de manifester dans la région, au vu des expériences que l'on a vécues ces 3 dernières années. Donc, déjà, pour jeter les bases de cette discussion-là, je tenais à rappeler que le droit de manifester, la liberté de réunion, la liberté de cortège sont les droits qui sont reconnus dans la plupart des constitutions des pays sahéliens. Donc, que ce soit le Sénégal, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, les pays de ces régions-là, ces pays-là ont reconnu le droit de manifester dans leur constitution, ont reconnu aussi les textes internationaux africains, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui consacre le droit de manifester, ainsi que les textes fondamentaux du droit international, comme le Pacte international sur le droit civique et politique. Et dans la plupart de ces pays, on a un régime déclaratif du droit de manifester, c'est-à-dire que les associations de la société civile, pour exercer ce droit-là, déclarent auprès de l'autorité administrative, soit le préfet, soit le gouverneur, de leur intention de manifester. Souvent, malheureusement, il y a une situation de catch-22 dans cette affaire-là, parce que les autorités administratives peuvent invoquer des risques de troubles à l'ordre public pour limiter ou restreindre la jouissance de ce droit-là. Donc ça, on a pu le voir au Sénégal, mais aussi au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Maintenant, pour résumer un petit peu la chose, je voulais parler de 2 éléments fondamentaux pour discuter des enjeux et des défis liés à la liberté de manifester. C'est-à-dire, il y a les contextes d'état d'urgence et des situations d'urgence qui peuvent être dues à des menaces sécuritaires, mais aussi à des menaces liées à la santé publique, qui ont souvent été évoquées pour restreindre la jouissance de ce droit-là. Et il y a aussi les situations de tension politique, comme on a pu le voir au Sénégal, mais aussi en Guinée et aussi en Côte d'Ivoire au cours des dernières années. Maintenant, en ce qui a trait à la situation des états d'urgence, nous, dans le cadre de notre travail, on a pu constater que le droit de manifester a été fortement impacté par des mesures d'exception qui ont été votées et mises en place dans le cadre de la gestion de la pandémie COVID-19. Donc, que ce soit au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger ou bien au Mali, les États de ces pays-là avaient suspendu les rassemblements de plus de 50 personnes, parfois de 40 personnes, pour éviter la propagation de la pandémie. Et ces mesures d'état d'urgence-là avaient été utilisées pour restreindre la capacité des acteurs de la société civile, mais aussi des citoyens de manière générale, à pouvoir exprimer leur frustration et leur volonté de changement politique, notamment sur les droits économiques, sociaux et culturels, mais aussi sur les droits politiques. Ça, on a pu le voir au Niger au cours de l'année 2020,
au début de la pandémie Covid-19, au mois de mars 2020, il y a eu un scandale de détournement de deniers publics qui était très sensible au niveau politique et qui continue toujours de suivre son cours. C'est le scandale du MDN Gate, donc les détournements publics du ministère de la Défense nationale. Donc, un rapport d'audit de l'inspection des armées montrait que de 2012 à 2019, il y avait eu des surfacturations dans l'achat d'équipements militaires de la part de marchés, suite à des marchés de gré à gré qui ont été faits par les autorités du ministère de la Défense avec des entrepreneurs qui étaient bien sûr sélectionnés pour leurs accointances avec ces gens-là. Dans les cas où il n'y a pas eu de surfacturation, les matériels qui devaient être livrés n'ont pas été livrés effectivement. Et parfois, il y a eu des cas de munitions défectueuses qui ont été livrées aux forces armées nationales dans le cadre de leur opération militaire dans un contexte où le Niger faisait face à l'insurrection de l'État islamique en Afrique de l'Ouest et de Boko Haram dans la région du lac Tchad, mais aussi de l'État islamique dans le Grand Sahara, dans la région de Tillabéri, frontalière avec le Mali et le Burkina Faso. Donc, au début de l'éclatement de ce scandale, plusieurs acteurs de la société civile avaient projeté de manifester et avaient soumis des demandes de manifestation. Donc, c'était au mois de mars 2020. Et les mesures portant sur l'état d'urgence ont été mises en place après la soumission de ces demandes de manifester. Et les manifestations ont été interdites. Donc, pendant toute l'année 2020 au Niger, l'année 2021, et plusieurs acteurs de la société civile, comme de Tournons la page au Niger, mais aussi d'Alternative Espace Citoyen, et aussi des syndicats d'enseignement et de l'éducation de base, qui appelaient à une judiciarisation de ce scandale du MDN Gate là, et qui a été sorti pour manifester, ont été arrêtés à la suite de la répression de la manifestation, qui avait causé déjà la mort de 2 personnes à la place de la concertation au Niger. Donc, pendant la moitié d'une année, plusieurs de ces acteurs-là ont été détenus par les autorités nigériennes pour leur participation à cette manifestation-là, notamment qui était non autorisée au vu de l'état d'urgence, et aussi pour d'autres choses, notamment le fait il y avait des choses connexes qui étaient liées au droit de manifester, qui étaient par exemple par rapport à la gestion de la pandémie Covid-19 et à la responsabilité de certains acteurs dans les détournements, et qui ont été incriminés pour diffamation et diffusion de nouvelles de tendance à troubler l'ordre public dans le cadre de cette répression, de cette restriction de l'espace civique là, au Mali. Donc, au Niger, on a vu ça jusqu'en 2021 où le climat a commencé à se détendre un petit peu. Donc, il faut reconnaître qu'il y a eu un changement ou bien un reset entre les acteurs de la société civile et les autorités nigériennes avec l'élection du président Mohamed Bazoum en février 2021. Et chaque parti essaie d'aller sur des bases nouvelles pour consacrer les droits mais avoir des relations différentes avec les acteurs, avec son vis-à-vis. Et c'est dans ce contexte-là, par exemple, que certaines des dispositions de la loi sur la cybercriminalité, notamment l'article 29 et l'article 31, qui permettaient de poursuivre de manière pénale des faits de diffamation ou bien des faits de diffusion de nouvelles dans l'espace cyber pouvait amener à la détention des acteurs de la société civile. Donc, et quand je parle de l'espace cyber, ça peut être des publications sur Facebook ou bien des discussions dans les groupes WhatsApp qui peuvent porter sur des questions politiques ou bien sur l'organisation des manifestations. Donc, qui étaient utilisées pour restreindre la capacité de la société civile à articuler ses revendications, notamment sur des questions de droits économiques, sociaux et culturels. Au-delà de ça aussi, il y a des questions d'état d'urgence qui sont liées à des situations sécuritaires. C'est le cas au Mali où depuis le mois de novembre 2015, la ville de Bamako est sous état d'urgence. C'est-à-dire que l'état d'urgence est renouvelé de manière régulière et que les manifestations sont interdites de manière générale dans ce contexte d'état d'urgence. Mais il faut noter que la situation au Mali et à Bamako est un petit peu insolite parce que
En dépit de ce contexte d'état d'urgence-là, il y a eu plusieurs manifestations qui se sont tenues. Il y a eu des demandes d'autorisation de manifestation qui ont été accédées positivement par les autorités maliennes. C'est le cas notamment des manifestations du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, en juin 2020, qui ont abouti, qui faisaient suite à la crise post-électorale et qui se sont aboutis en une impasse politique et constitutionnelle qui amènera au renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Et dans le contexte de ces manifestations-là, il faut noter qu'il y a eu des arrestations arbitraires et des cas d'usage mortel de la force par les forces de défense et de sécurité maliennes. Donc, au mois de juillet 2020, les 11, 12 et 13 juillet 2020, il y a eu près de 12 personnes qui ont été tuées par balle dans le contexte des manifestations à Badalabougou, à Maniambougou et à Faladjé, donc, qui sont des quartiers de Bamako. Et ces cas d'usage mortel de la force-là vont beaucoup contribuer à décrédibiliser la légitimité du président Ibrahim Boubacar Keïta et amener à l'intervention de l'armée un mois plus tard. Amnesty International fait le suivi, notamment de la poursuite judiciaire de ces cas d'usage excessif de la force au Mali. Et il faut noter qu'en août 2021, il y a eu quelques arrestations et quelques progrès dans l'instruction de ces affaires-là. Notamment le commandant d'une unité spéciale antiterroriste, la force spéciale antiterroriste, avait été arrêté par les autorités parce que cette unité qui avait été établie en fait pour lutter contre le terrorisme, notamment les groupes armés actifs au Mali, était souvent réquisitionnée pour des faits de maintien de l'ordre public dans le cadre des manifestations. Et naturellement, vu que cette unité-là est une unité essentiellement militaire qui n'a pas vocation à faire du maintien de l'ordre public, il y a eu des cas de tir par balle qui ont occasionné la mort de ces 12 personnes-là à Bamako et blessé 80 autres durant ces 3 jours de manifestation. Et donc, depuis cette date-là, il y a eu pas mal d'événements au Mali, notamment la consolidation de l'assise des autorités militaires sur la transition qui avait débuté en septembre 2020 et qui a amené à un durcissement et un rétrécissement de l'espace civique au Mali. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus difficile à l'heure actuelle d'organiser des manifestations à Bamako et dans plusieurs villes du pays, notamment pour protester contre la politique du gouvernement ou bien contre les décisions ou pour les lois économiques, sociales et culturelles, qu'il ne l'était il y a 2 ans. Parce que je pense que la plupart d'entre nous sommes conscients de la situation au Mali, notamment le changement géopolitique, le déploiement de mercenaires de la société Wagner au Mali, le départ de Barkhane, qui amène à un durcissement de la politique et un rétrécissement de l'espace civique. Donc souvent, ce qu'on a, c'est des manifestations de groupes pro-gouvernementaux qui sont autorisées à Bamako, qu'elles soient planifiées ou spontanées, mais les demandes de manifestation des groupes qui sont mal vues par les autorités actuelles ont rarement une suite positive. Et donc, ce droit de manifester, ainsi que la liberté d'expression et d'information, devient de plus en plus restreinte au Mali à l'heure actuelle. Maintenant, j'ai parlé des cas d'état d'urgence et des dangers qu'ils posent, notamment sur le droit de manifester, mais les contextes politiques et tendus favorisent aussi beaucoup la restriction de cette liberté de manifester. C'est le cas notamment au Sénégal, où l'autorité préfectorale, l'autorité administrative, donc que ce soit les gouverneurs et les préfets, ont beaucoup de latitude à autoriser ou pas la liberté de manifester, qui bien qu'elle est consacrée par la Constitution et par les pratiques, est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative, notamment s'il y a des suspicions, donc des suspicions de troubles à l'ordre public. Donc, cela donne beaucoup d'intentionnalité à l'autorité administrative pour autoriser ou pas les manifestations. Et au mois de mars 2021, dans le cadre de manifestations spontanées qui faisaient suite au développement d'une affaire judiciaire
impliquant un leader de l'opposition sénégalaise accusé de viol par une dame. Des manifestations spontanées ont eu lieu à Dakar, à Ziguinchor, qui est la principale ville du pays, mais aussi dans d'autres villes de l'intérieur comme Bourg, comme Diaoubé et Sédhiou. Et au terme de ces manifestations-là, il y a eu un débordement massif. Donc, les forces de défense et de sécurité ont été clairement débordées et 14 personnes ont été tuées par balle. Plus de 600 personnes ont été blessées dans le cadre de ces manifestations. Et parmi les 14 personnes qui ont été atteintes par balle, il y a 3 enfants donc, qui avaient moins de 18 ans au moment des faits. Et Amnesty International mène une campagne, notamment sur le droit de manifester, non, sur la poursuite judiciaire pour notamment la mise à disposition à la justice des forces de défense et de sécurité qui ont tiré sur les citoyens et pour que les circonstances soient élucidées. Mais il y a très peu d'avancées auprès des autorités sénégalaises qui jugent qu'il y avait des débordements dans les manifestations et qu'il est juste dommage que les gens aient été tués, mais que c'était une nécessité. Donc, il n'y a même pas une volonté de clarifier les circonstances de ces manifestations-là, qui ont été les plus mortelles depuis une génération d'hommes au Sénégal. C'est-à-dire que même durant les manifestations de 2011 à propos des révisions constitutionnelles, il n'y avait pas eu autant de morts dans un laps de temps aussi réduit. Là, on parle de 14 morts dans un espace de 5 jours au Sénégal, ce qui avait créé une stupeur et un émoi national. Et au-delà de ça, au Sénégal, un des principaux éléments utilisés par les autorités pour menacer le droit de manifester et aussi saper un petit peu le travail des institutions régionales des droits humains et de justice en Afrique de l'Ouest et la stabilité politique ou administrative. Donc, je donne l'exemple d'un arrêté ministériel qui avait été fait, qui avait été promulgué en juillet 2011 et qui interdisait toutes les manifestations à caractère politique dans le centre-ville de Dakar, au quartier du Plateau. Donc, les manifestations à caractère politique étaient interdites. Donc, qui créait ce îlot où la liberté de manifester n'était plus respectée. Et Amnesty International, la section Sénégal, ainsi que d'autres organisations comme la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, avaient déposé une plainte auprès de la Cour de justice de la CEDEAO pour contester le caractère intemporel et abusif de cet arrêté ministériel-là qui existe toujours et qui est en vigueur depuis 11 ans. Et on sait qu'en termes de droit, un droit constitutionnel est supérieur à un arrêté ministériel. Et au terme de son analyse, les autorités judiciaires de la Cour de justice de la CEDEAO avaient jugé cet arrêté comme abusif et comme violant la liberté de manifester, mais aussi la liberté d'expression, et comme créant une frustration auprès des autorités, auprès des citoyens sénégalais qui ne peuvent plus exercer leurs droits. Et le Sénégal avait été mis en demeure d'abroger cet arrêté-là 3 mois après la notification de cet arrêté, donc qui a eu lieu au début du mois d'avril. Et je peux vous dire que jusqu'à maintenant, cet arrêté n'a pas été abrogé et est toujours en vigueur. Donc, nous avions rencontré les autorités sénégalaises il y a un mois avec la secrétaire générale d'Amnesty International pour revenir sur ces questions, notamment sur la liberté de manifester et sur l'arrêté ministériel interdisant les manifestations. Et malheureusement, elle nous avait clairement dit qu'elle n'avait aucune intention d'abroger cet arrêté-là et qu'elles assumaient d'une certaine manière le caractère extra-légal de cet arrêté, tout en sachant que leur décision n'était pas conforme au principe de l'état de droit et aussi sapait des instances régionales comme la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, voilà un petit peu en résumé les enjeux et menaces par rapport à la liberté de manifester dans le Sahel au cours de ces 3 dernières années. Je tiens aussi à rappeler que Amnesty prépare une campagne protégeant la manif ou bien Protect the Protest qui va bientôt vous parvenir et qui, en Afrique de l'Ouest et du Centre, se focalise sur le Sénégal et la Guinée. Donc, voilà un petit peu le résumé de la situation et merci beaucoup pour votre attention. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Ousmane. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation enrichissante qui nous permet de mieux comprendre le travail que fait Amnesty International dans le Sahel et aussi au Sénégal.
Comme je le disais, c'est pareil hein, que la Côte d'Ivoire, c'est parfaitement la même situation, un peu ambiguë. Donc, les défis sont grands, les défis sont énormes. Et je pense que l'Afrique de l'Ouest n'est pas trop loin de l'Afrique centrale. On ne pense pas que peut-être c'est les mêmes préoccupations. Bergedine Ndoumou va nous aider, peut-être va nous donner un peu la réalité de ce qui se passe concernant le droit de manifestation au Cameroun. Je pense que ce n'est pas aussi loin de l'Afrique de l'Ouest, peut-être, mais très loin peut-être, ou même pire. Donc, Bergedine Ndoumou, si tu es présente, on peut commencer. À toi la parole. Tirer le son. Allô? Oui, on t'entend, c'est bon. D'accord. Merci, Monsieur Kokou, de me passer la parole. Les dieux de Internet sont avec nous, pas forcément les dieux, les dieux qui régulent les manifestations, comme vous l'avez dit. Tantôt, Monsieur Ousmane a pu nous présenter un peu la situation au Sahel. C'est pratiquement, je dirais même, c'est semblable à la situation au Cameroun et en Afrique centrale, au Cameroun où je vis. Donc, chez nous, comme j'ai intitulé ma présentation que je vais suivre, merci à Déniké, la liberté de manifester au Cameroun, le règne de l'interdiction et de la violence. Je suis Bergeline Ndoumou, comme l'a dit tantôt M. Hervé et Adéniké. Je suis camerounaise, je vis à Douala et je suis militante, activiste et militante d'un mouvement citoyen qui s'appelle Stand Up for Cameroun. Et Stand Up for Cameroun a pour objectif d'instaurer la transition politique, une période transitaire au Cameroun, durant laquelle on va rétablir, si on peut dire, on va refonder le pays parce qu'à sa fondation, elle a mal. Donc, il est important que nous la rebâtissons à partir de sa base. Et donc, le mouvement comprend les organisations de la société civile, les citoyens qui veulent agir pour le changement, les partis politiques. Donc, nous avons été lancés le 29 mars 2016, je dois le dire, sous les canons à eau, les arrestations, parce qu'à l'époque, nous voyions venir un changement constitutionnel et donc, nous nous sommes mobilisés pour que cela n'arrive pas. Ce fut donc un autre moment de grande arrestation au Cameroun. Next, please. Ce fut des moments de grandes arrestations. Comme je disais, notre objectif, c'est la transition politique. Et pour cela, il faut former les citoyens. Nous devons former les citoyens camerounais. Nous devons agir, et ceci par des manifestations, d'où l'importance des manifestations, comme nous l'a rappelé Diallo, je crois, dans ses propos, où on rappelle très bien que la manifestation la liberté de manifestation est un principe fondateur des démocraties modernes. Et le Cameroun se réclame comme démocratie moderne. Donc, par la rue, par des manifestations pacifiques, nous comptons changer de régime, ouvrir un dialogue national qui nous permettra de penser nos plaies, modifier, reformer notre institution par l'équilibre des forces, parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, il faut le dire, c'est l'exécutif qui l'emporte sur le législatif et sur le juridique. Donc, corriger cela, modifier aussi, réécrire la Constitution, qui est, bien qu'élément fondamental d'une nation, donne beaucoup de pouvoir à l'exécutif et bien sûr passer aux élections. Next. S'il vous plaît, la suite. Donc, à Stand Up for Cameroun, nous avons fait notre exercice, on a fait notre homework, comme on dit, et les violences et répressions politiques étaient l'un des éléments qui est ressorti de tout ce qui est comme élément qui, on peut dire, menace le Cameroun, les problèmes
dont nous faisons face au Cameroun. Donc, on a identifié les violences et les répressions politiques comme un élément dont il faut faire face en 2022 et pour lequel il faut se mobiliser. Parce que le Cameroun, next s'il vous plaît, le Cameroun, comme la plupart des pays en Afrique, ont un cadre juridique qui permet les manifestations, qui encadre les manifestations. Nous avons ratifié les traités internationaux. Nous avons ratifié les traités internationaux, notamment le droit de réunion pacifique auquel qui stipule en son article 21, le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique. Je lis en partie. Donc, ça, c'est les traités internationaux que nous avons ratifiés. Pareil pour la région, c'est le slide après. Sur le plan régional aussi, nous avons ratifié, comme l'a dit encore Ousmane, le droit On ne t'entend plus? Oh là là, c'est ce qu'elle craignait elle-même. Parce que là, son image est immobile, ça ne passe plus. Adenike? Oui, Bergeline Ouais. est en train d'essayer de se reconnecter. Okay. Donc, on va attendre 1 à 2 minutes qu'elle se reconnecte pour la suite de sa présentation. D'accord, ok. Merci. Peut-être que le temps que Bergeline revienne, on pourra passer la parole à Khaled, notre prochain conférencier. Et quand Bergeline va revenir, elle pourra continuer là où elle a laissé suite à la présentation de Khaled. Donc, je repasse la parole à Hervé. Ok, merci Adenike. Bon, comme elle avait dit elle-même, hein, elle priait le bon Dieu que le Dieu de l'Internet soit avec elle, malheureusement. On espère que jusqu'à la fin, qu'elle pourra plus ou moins nous rattraper. Comme l'a dit Adenike, Khaled, si tu es disponible, sur les dieux de la technologie sont avec nous au niveau de l'Algérie, avec un réel plaisir, nous allons partager avec toi ton histoire ainsi que les réalités du droit de manifester en Algérie. Bonsoir, merci d'abord pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous. Donc, je suis Khaled Raheni, je suis journaliste algérien, militant pour la liberté de la presse dans mon pays et dans la région. Et je suis aussi le représentant de RSF en Afrique du Nord, Reporters sans frontières. C'est très difficile de parler du droit de manifester en Algérie parce qu'en fait, les textes sont très clairs, ils garantissent la liberté de manifester depuis des années. C'est des textes qui sont dans la Constitution, dans la loi fondamentale, dans toutes les lois organiques. Malheureusement, leur application elle diffère selon les régimes et selon les situations politiques et sécuritaires qui prévaut dans le pays. Et donc, pour l'instant, c'est une situation assez tendue. Vous savez que le 22 février 2019, c'est le Hirak qui a commencé en Algérie. C'est d'énormes manifestations populaires pour la démocratie qui étaient contre le 5e mandat du président Bouteflika, contre une candidature pour un 5e mandat. Des millions d'Algériens sont sortis dans la rue. On estime environ 20 millions le nombre d'Algériens qui sont sortis dans la rue contre cette nouvelle candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Et c'était comme ça tous les vendredis et tous les mardis, d'énormes manifestations qui étaient encadrées de manière pacifique. C'était vraiment de grandes manifestations pacifiques. Il n'y a quasiment jamais eu de dépassement.
c'est ce qui a fait de ces manifestations un grand exemple. Et donc, c'est ce qui a fait que ces manifestations en Algérie aient eu un écho mondial. Pourquoi mondial? Parce que c'était des millions de personnes qui sortaient dans la rue, mais dans le calme, dans un esprit totalement pacifique. Ça avait un peu provoqué l'admiration du monde entier et la fierté des Algériens de réclamer leurs droits, de réclamer plus de liberté dans un esprit totalement pacifique. Évidemment, il y a eu les premiers résultats, ça veut dire au mois d'avril, le président Bouteflika a démissionné, mais les manifestations ont continué parce que les Algériens étaient contre la politique qui était menée. Mais le Covid, évidemment, est passé par là et les manifestations se sont arrêtées sur demande de la société civile. En mars 2020, il n'y a plus eu de manifestations jusqu'à leur reprise en février 2021. Et là, en mai 2021, ça veut dire qu'il y a presque un an et demi, les autorités algériennes ont décidé d'arrêter ces manifestations. C'était exactement le 14 mai d'user de ce mode de fonctionnement et de réaction. Je vous rappelle que beaucoup de spécialistes disent que l'origine du printemps arabe, qui a commencé en 2011 en Tunisie, beaucoup disent que l'origine du printemps arabe, c'était octobre 1988 à Alger. Il y a eu des grandes manifestations, d'énormes manifestations en Algérie en octobre 88 qui ont mené vers le multipartisme, vers la suppression du parti unique, à l'époque le FLN, vers la création de plusieurs partis politiques, vers la création de journaux indépendants. Il y avait une réelle ouverture démocratique en 88. Malheureusement, elle a été de courte durée, même s'il y a eu beaucoup d'acquis importants, comme je viens de le citer, une presse indépendante, des partis politiques. Les Algériens ont découvert pour la première fois d'autres partis que le FLN, où ils ont pu s'inscrire, ils ont pu pratiquer un peu la politique autrement et de manière différente. Mais aujourd'hui, en 2022, c'est-à-dire le droit de manifester est très sévèrement encadré en Algérie, même si la nouvelle constitution stipule que pour pouvoir manifester, il suffit juste de le déclarer. Donc, il y a eu des facilités qui ont été donc votées dans la nouvelle constitution adoptée le 1er novembre 2020, mais sur le terrain, la situation reste difficile et elle reste tributaire aussi des conditions sécuritaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est quasiment interdit de manifester en Algérie. OK. Merci beaucoup, Caleb. Merci d'avoir partagé avec nous un peu ton histoire et puis les réalités de manifester en Algérie, même si nous sommes un peu positifs avec ce droit de manifester qui est reconnu déjà par la nouvelle constitution de 2020. Oui, merci. Nous allons continuer. Malheureusement, Bergeline n'est toujours pas là. Donc, nous allons continuer avec Diallo. Hervé, Bergeline a réussi à se reconnecter. Donc, je pense qu'on peut passer la parole à Bergeline pour qu'elle continue sa présentation. OK. Donc, on revient à Bergeline. Donc, Saïkou Diallo, on se voit après alors. Donc, Bergeline, vous pouvez continuer où vous étiez. Oui. Totalement. Voilà, où vous étiez. Oui, je crois que avec la connexion, on va rapidement avancer. J'étais sur la partie où le Cameroun a ratifié les conventions internationales, pareil sur le plan régional. Et au niveau du Cameroun, qui est dans le prochain slide, la constitution du Cameroun. Vous m'entendez? J'ai l'impression que c'est statique encore. Non, c'est bon. Allô? Allô, on t'entend très bien. Tu peux parler, on t'entend. What is the problem? Bergeline, c'est bon, on t'entend. C'est pas facile. Il semble je pense qu'on va passer à Saïkou. Oui. OK. Donc,
Saikou, si tu es disponible, tu vas intervenir pour nous faire ta présentation. Saikou, malheureusement, votre micro est coupé. Est-ce que vous pouvez le... Oui. Parfait. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait, on t'entend très bien. Merci beaucoup. Donc, ils l'ont dit déjà, M. Kouakou m'a présenté. Je suis Saikou Yaya Diallo, je suis défenseur des droits de l'homme et puis je suis le responsable juridique du FNDC. Alors, dans mon intervention, rapidement, je vais structurer comme suit. Premièrement, je vais présenter le FNDC. Après, je vais parler des défis de l'exercice de la liberté de manifester en Guinée. Je vais donner quelques événements douloureux qui marquent l'histoire de la Guinée. Et je vais parler des instruments juridiques nationaux qui encadrent les droits de manifester en Guinée. Et je vais parler, en dépit de ces instruments, de la confiscation des libertés par les autorités de la transition en Guinée. Et enfin, je vais parler de la répression des manifestations publiques. Donc voilà en quelque sorte comment ma communication est structurée. J'espère que le temps qui m'est imparti me permettra d'aller au bout. Donc, diapo. Ok, merci. Donc, d'abord, vous savez que la Guinée est le théâtre des manifestations publiques ces 3 dernières années en Afrique et dont la particularité de la répression par les autorités dépasse de tout commentaire. Nous avons des chiffres ahurissants en termes de bilan humain, de dégâts matériels et de déchirures de tissu social. C'est dans ce contexte que le FNDC, dont vous avez entendu parler, qu'on appelle le Front National pour la Défense de la Constitution, qui est un mouvement pro-démocratie, a été créé pour empêcher le président Alpha Condé, en dépit de son serment, de vouloir briguer un 3e mandat, alors que la Constitution l'interdisait. Alors voilà comment la société civile guinéenne, les leaders politiques, syndicaux, les universitaires, les citoyens engagés ont mis en place cette plateforme pour dire non au président Alpha Condé pour violer la Constitution de 2010. Très malheureusement, je dis très malheureusement, le président Alpha Condé a quand même forcé la main pour s'offrir un 3e mandat. Donc, je disais que le FNDC est une plateforme, qui est un mouvement pro-démocratie, qui donc défend les principes et les valeurs des droits de l'homme et de la démocratie. Alors, elle est constituée d'une plénière, des coordinations et des antennes. Le FNDC, sa particularité, le FNDC est l'un des rares mouvements en Afrique qui a des antennes dans les différents pays à l'étranger. On va en parler dans ses activités. Donc, voilà ce que c'est le FNDC. Le second diapo. Alors, le FNDC a des activités. Donc, comme nous le disons, pour faire passer son message dans le pays et auprès de la communauté internationale, le FNDC dispose d'un certain nombre de moyens d'action qui sont, entre autres, les manifestations pacifiques citoyennes, d'abord le plaidoyer et le lobbying, les actions judiciaires. Le second diapo. Le second diapo, merci. Donc, je disais, l'une des principales activités du FNDC, c'est les manifestations pacifiques citoyennes. Comme vous le voyez dans le slide, nous avons aujourd'hui, le FNDC, à sa création, a réussi à se démultiplier parce que vous savez, l'objectif des autorités des différents pays, surtout notamment en Afrique de l'Ouest, c'est d'étouffer les mouvements à l'interne. Nous avons donc pensé qu'il fallait trouver d'autres stratégies. En plus du fait que sur l'ensemble du territoire guinéen, on a mis en place des antennes à Conakry, à l'intérieur du pays, à Zérekouré, à Kankan, à Boké, à Koundara, un peu partout, sur les 33 préfectures de la Guinée. Nous avons également réussi à mettre des antennes de FNDC dans les pays de la sous-région est-africaine, en Europe, en Amérique, et voilà, donc en France, en Belgique, aux États-Unis, un peu partout. Donc, vous avez vu dans ces slides-là, et le FNDC a réussi par cette stratégie à mobiliser des millions de Guinéens dans le pays, mais également des milliers à l'étranger. Donc, cela a réussi à mettre la pression sur les autorités guinéennes à travers le plaidoyer d'ailleurs et le lobbying que le FNDC également a développé auprès des chefs d'État et des gouvernements de l'Afrique de l'Ouest, auprès des missions diplomatiques dans le pays, auprès des organisations
comme sous-régionales et universelles comme l'ONU, comme l'Union européenne, comme l'Union africaine. Donc, nous avons réussi à mettre en place un certain maillage qui puisse amener la communauté internationale à se mobiliser pour maintenir la pression sur les autorités guinéennes. Et ce travail continue. Aujourd'hui, les antennes donc, sont actives par rapport au CNRD. Alors, je disais que donc, nous avons également un défi. C'est le défi de l'exercice de la liberté de manifestation publique. Aujourd'hui, en Guinée, Diallo le disait d'Amnesty International, c'est que la Guinée a, comme la plupart des pays d'Afrique d'ailleurs, ratifié la plupart des conventions internationales relatives aux droits de l'homme et a adopté des lois nationales internalisant cette dernière. Malheureusement, les différents régimes civils et militaires qui sont situés à la tête de l'État sont toujours hostiles aux manifestations populaires, qui les répriment dans le sang, tout en arrêtant et condamnant les organisateurs. Les organisations de défense des droits de l'homme, qui essayent tant bien que mal à faire la promotion et la protection des droits de l'homme, sont menacées, arrêtées et ne bénéficient d'aucune protection juridique et institutionnelle. C'est d'ailleurs le lieu de le dire. La Guinée, encore, à la différence de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et des autres pays, la Guinée n'a pas encore la loi sur la protection de défense des droits de l'homme. Et c'est là, malgré tous les efforts que nous avons faits depuis 2016, où la société civile guinéenne, à travers un certain nombre de groupes d'experts, a fait une proposition, si vous voulez, un avant-projet de loi qu'on a déposé près du gouvernement et de l'Assemblée nationale pour faire valider ça. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore un texte qui puisse protéger les défenseurs des droits de l'homme. Et c'est là, c'est assez difficile parce qu'ils sont exposés, vous allez le voir vers la suite, à beaucoup d'abus de la part des autorités. Et d'ailleurs, de passage, nous avons cité un peu quelques propos tenus par l'actuel junte au pouvoir et qui, comme le disait le président qui est arrivé dans la foulée de la prise de pouvoir, il dit qu'aucune action ne doit justifier la violation des droits de l'homme. Malheureusement, son ministre de la communication, quelques temps après, aujourd'hui, dit qu'il y a des situations qui justifient qu'on mette les droits de l'homme entre parenthèses. Donc, c'est pour vous dire que combien de fois c'est assez difficile. Je le disais également dans la communication que j'ai annoncée, il y a quand même des dates illustratives de la répression des manifestations publiques qui restent encore gravées dans la conscience collective en Guinée. Et les chiffres sont ahurissants. Entre le 22 janvier et le 26 février 2007, selon un rapport publié par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, les événements ont fait 137 morts et 1667 blessés suite à l'appel à manifester lancé par l'intercentrale syndicale STG-CNTG contre la vie chère et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs sous le régime du général Lansana Conté. Le 28 septembre 2009, vous le savez parce que le procès est en train d'être tenu, il y a une élection sanglante du fait du CNDD, du capitaine Moussa Dadis, qui a causé plus de 156 personnes tuées avec des machettes et étranglements, plus de milliers de blessés, au cours desquels également il y a eu des centaines de femmes violées. Et c'est là, ces crimes ont été qualifiés de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, on est en train de suivre le procès. Entre 2013 et 2021, sous le régime d'Alpha Condé, il y a eu plus de 400 morts dans la répression des manifestations. Il y a eu plus de 1200 manifestants qui ont été arrêtés et emprisonnés dans les différentes prisons du pays. Et certains ont été contraints à l'exil. Et Alpha Condé a interdit toute forme de manifestation durant la période de Covid-19. La centaines de personnes qui sont blessées avant d'être libérées. Les leaders du FNDC et certains leaders politiques sont emprisonnés. Et certains, comme moi, vous avez dit que vous espérez que je ne suis pas en exil. Je suis en exil au Sénégal depuis quelques temps. J'ai quitté la Guinée parce qu'il y a des menaces sérieuses d'arrestation contre ma personne et tous les leaders du FNDC qui vivent dans la clandestinité. On a nos coordinateurs, vous allez le voir un peu, et Ibrahim Diallo, les directeurs des opérations qui sont en prison. Le second slide. Alors,
Par rapport aux instruments juridiques, je ne reviendrai pas sur les conventions internationales qui ont été déjà abordées ici de façon assez éloquente. Je vais juste parler des textes à l'interne. Le second diapo, des textes à l'interne. La Constitution de 2010, sur laquelle, d'ailleurs à laquelle le peuple de Guinée tient jusqu'à présent, a à son article 10 consacré les manifestations publiques et pour tous les citoyens. Et que cela se fait dans les conditions prévues par la loi. Très malheureusement, durant le régime d'Alpha Condé, les manifestations étaient interdites et il y a eu une répression. Dans la charte de la transition, en son article 8, donc quand le CNRD est arrivé au pouvoir, ils ont élaboré une charte qui fait aujourd'hui office de constitution. Dans cette charte, à son article 8, il est dit les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations de droits humains. Par rapport au régime d'organisation des manifestations pacifiques, le code de procédure pénale est clair. Il n'y a pas de régime d'autorisation. C'est un régime de déclaration. Donc, lorsque les citoyens veulent manifester, elles n'ont jusqu'à écrire un courrier auprès des autorités civiles, qui sont les mairies, pour qu'elles demandent une autorité, qu'elles les informent afin que les dispositions soient prises sécuritaires pour encadrer la manifestation. Malgré cet arsenal juridique, nous disons que les autorités communales sont aujourd'hui prédisposées à refuser systématiquement toute forme de manifestation. La preuve, malgré que le CNRD ait donné l'assurance de garantie de liberté, vous le savez que le CNRD a dissous le FNDC en déclarant le FNDC comme étant un mouvement contre la paix et la stabilité, donc illégal, et engagé des poursuites judiciaires. Donc, à chaque fois que nous envisageons de manifester, nous envoyons des courriers avec des huissiers de justice, mais les mairies refusent systématiquement toute forme de manifestation et à la suite desquelles l'armée, la police, la gendarmerie sont déployés dans tous les actes des principales villes de la Guinée pour réprimer systématiquement ces manifestations. Ce qui, en notre sens, est une sorte de musulman. La confiscation de liberté publique par le CNRD, même si c'est une suite logique, ça veut dire que le CNRD qui a fait le coup d'État, qui estimait que la suite du diapo, qui estimait que le régime d'Alpha Condé ne respectait pas les droits de l'homme, avait tué des manifestants, et est en train de rechigner les mêmes pratiques. Aujourd'hui, malgré les dispositions, malgré toutes les lois qui existent, c'est que dans la réalité, il n'y a pas possibilité de manifester aujourd'hui. Comme nous le disons, vous avez vu des images un peu que nous avons mis dans le slide, c'est pour vous montrer un peu l'ampleur des manifestations, l'ampleur de la répression des manifestations. Vous avez vu, c'est des militaires, c'est des gendarmes, c'est des policiers qui sont déployés, comme je l'ai dit, sur toutes les artères des différentes villes du pays pour empêcher. Et donc, aujourd'hui, le CNRD interdit a pris une décision interdisant toute forme de manifestation sur la voie publique jusqu'à la fin de la transition. Ce qui est un peu curieux, c'est que nous ne savons pas quand cette transition va finir, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore un chronogramme consensuel autour duquel tout le Guinéen s'accorde. Le CNRD a dissous le FNDC, je le disais, en déclarant le FNDC comme étant un mouvement qui est contre la paix et en arrêtant les leaders et en contraignant d'autres à la clandestinité et à l'exil. Et le CNRD continue encore dans le musulman, dans la violation des libertés publiques. Le CNRD aujourd'hui est en train de museler la presse. Les principales émissions sont de grande écoute. Les journalistes sont constamment menacés, convoqués devant la haute autorité de la communication qui est manipulée par le CNRD pour les contraindre si vous voulez, à s'auto-censurer. Donc, ça, c'est assez inquiétant. De la répression des manifestations. Il y a plusieurs formes de répression des manifestations. D'abord, on a les arrestations et détentions arbitraires des leaders politiques, syndicaux et ceux de la société civile qui sont opposés aux différents régimes politiques. Avant de venir sur les cas récents, je vais prendre mon cas. J'ai été arrêté en tant que responsable juridique de FNDC parce qu'on m'avait dit que j'étais celui-là qui collectait les informations relatives aux violations des droits de l'homme,
qui saisissait les juridictions nationales et internationales pour demander des sanctions contre le régime d'Alpha Condé. J'ai été arrêté le 7 mai et je suis resté en prison jusqu'au 11 décembre. Et je suis sorti et que je devais comparaître devant la cour d'appel par le biais d'Amnesty International. Je suis sorti de la Guinée et je suis allé en exil au Ghana. Je suis resté pendant pendant une année avant de me retourner en Guinée à la suite du coup d'État. De nos jours, pendant que Fonike Mangue, celui-là qui est encore au milieu, qui est le coordinateur de FNDC, a été libéré par le CNRD, aujourd'hui, il est arrêté avec Ibrahima Diallo, le directeur des opérations, et avec Seki Yaya Diallo, l'un des cadres du parti de l'UFR, qui est d'ailleurs malade, qui a été évacué en Tunisie parce qu'il a eu des complications cardiaques. Mais les deux autres sont en prison depuis bientôt 4 mois. Je crois qu'Amnesty International a déjà lancé un communiqué pour la libération parce que Fonike Mangue vient de perdre sa mère, mais ils sont détenus là illégalement. Leurs procès ne sont pas encore, comment voudrais-je dire, organisés, et on les garde parce qu'en estimant qu'en gardant les leaders de ce mouvement en prison, en contraignant les autres à la clandestinité, à l'exil, ils vont étouffer toute forme de manifestation publique. Malgré tout cela, le FNDC essaye de faire tant bien que mal, essaye de manifester. Vous avez dû le constater également, à chaque fois que des manifestations sont prévues, il y a déjà une répression systématique. Lorsque vous regardez la junte militaire au pouvoir aujourd'hui, à chaque fois que les manifestations sont programmées sur l'axe Bambeto-Kagele, on déploie des militaires. Le général Bala Samoura, qui est au niveau de la gendarmerie nationale, et avec des agents, vient faire le ratissage, s'attaquer aux pauvres citoyens. Vous avez vu comment on utilise également les armes non conventionnelles dans la répression des manifestations. Donc aujourd'hui, Ibrahima Diallo, Fonike Mangue et Sekou Abari sont encore des prisonniers politiques. Ils sont détenus depuis le 29 juillet. L'autre, comme je le disais, est parti en Tunisie parce qu'il a eu des complications cardiaques. Et donc, la junte avait été obligée de le libérer. Les autres, Fonike Mangue, il faut le dire, est malade. Il a des problèmes cardiaques et des problèmes légers. Ibrahima Diallo également est malade. Ils ont été chacun par 2 fois évacués à l'hôpital, mais après ramenés en prison. Aujourd'hui, on ne parle pas de leur procès. Il y a également la contrainte des leaders politiques et sociaux en exil. Je commence par Sékou Koundono, que vous connaissez, qui est le responsable stratégique du FNDC, qui est en exil depuis plusieurs années. Il y a également Gianni Alpha, qui est un artiste et qui est le responsable de la campagne de la citoyenneté au FNDC, qui est aussi en exil, en RDC Congo. Il y a les 2 principaux leaders politiques, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Vous savez également, dans les maisons, le premier, Cellou Dalein, sa maison a été rasée, on a construit une école, alors que le dossier était encore pendant devant la justice. Sidya Touré, sa maison a été confisquée et donnée à une régie, en fait, à une structure de l'État. Ils sont donc en exil, l'autre est en exil au Sénégal et l'autre est en exil en Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je suis aujourd'hui officiellement en exil. Je suis là au Sénégal parce que, comme je le disais, je suis allé du 25 au 29 octobre dernier à Dublin, où j'ai animé une conférence avec Frontline Defenders, où j'ai dénoncé ces pratiques. Et depuis mon retour au pays, la menace de sécurité s'est accentuée. Donc, j'ai été obligé de quitter quelques jours après parce qu'il y avait beaucoup déjà de personnes non identifiées qui venaient autour de mon domicile et qui venaient donc enquêter autour de moi. Aujourd'hui, ma famille n'est plus en place. Elle a été obligée de quitter. Mais moi, je suis sorti de la Guinée. Donc, je suis encore je suis à Dakar actuellement. Je suis arrivé il y a quelques semaines parce que je ne voulais pas également revivre le même cauchemar que j'ai déjà vécu de par le passé. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous présenter en termes de situation liée aujourd'hui à la répression des manifestations publiques en Guinée. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup Saïfou, merci d'avoir partagé avec nous tous ces
difficultés que vous vivez en Guinée, le peuple guinéen vit. Ça ne date pas de maintenant, ça ne date pas de maintenant. Et là encore, avec le coup d'État, les lieux d'espoir encore sont encore minces. Mais je pense qu'il y a de quoi espérer. En tout cas, merci. Merci pour le partage de ton histoire, de l'histoire de tous ceux qui sont encore détenus dans les prisons de la Guinée. Et c'est le combat perpétuel d'Amnesty. Et nous sommes toujours, comme je disais, je suis rentré hier de la Guinée et Amnesty est en train de faire un travail énorme là-bas. Merci, merci. Adenike, je ne sais pas si Bergeline est là. Oui, Bergeline est là. Je pense qu'elle ne va pas ouvrir sa caméra pour qu'on puisse l'entendre. Donc, Bergeline, si vous voulez, vous avez la parole pour terminer votre présentation. Merci, Adenike. Je m'excuse. Je m'excuse beaucoup pour la connexion qui nous fait défaut. Pour cela, je suivrai moins la présentation. Est-ce qu'on pourrait aller au slide 11? Parce que les autres intervenants ont fixé le cadre. Nous avons tous dans nos pays des cadres, nous avons signé des conventions, nous avons un cadre juridique sur le plan national qui encadre les manifestations, sauf que la réalité est tout autre. Les manifestations publiques à travers les demandes d'autorisation, nous sommes tous sur un régime déclaratif qui s'assimile plus à une demande d'autorisation parce qu'il faut faire la demande au niveau du Cameroun, au sous-préfet, et ce n'est pas une déclaration qu'on fait en réalité, c'est une demande parce qu'il doit autoriser. Et donc, la réalité, c'est que nous, les manifestations publiques ne sont pas autorisées, bien qu'on ait un cadre qui les autorise, en totale contradiction avec tout ce qu'on a signé. Et donc, la réalité, c'est la violence. La réalité, c'est les arrestations. La réalité, c'est les détentions arbitraires. Le prochain slide nous donne une idée. Nous, au niveau du Cameroun, nous sommes partis en 90 au lancement quand la démocratie, si on veut dire le multipartisme, est revenu au Cameroun. Pour cet acte, pour que cette démocratie, pour que ce multipartisme, hein, qu'est-ce qu'on dit? Le multipartisme revienne au Cameroun. Nous avons 6 Camerounais ont dû donner de leur vie lors d'une manifestation pacifique dans le nord-ouest du Cameroun. Nous avons là 6 personnes parce que le SDF à l'époque avait appelé à manifester pour se faire légaliser, pour ce retour à la manifestation au multipartisme. Donc, 6 Camerounais, donc on a les images là, ont donné de leur vie. Et la suite ne sera qu'une succession de, comme j'ai dit, arrestations, tabassage, violence, détention, un peu comme le présente le slide après. Le slide après nous montre la réalité. Il y a la réalité des textes et ça, c'est la réalité sur le terrain. Nous avons là les canons à eau, les policiers et les gendarmes. C'est généralement tout un, comment on dit, les contrôles mixtes. On a la gendarmerie, les militaires, les policiers qui sont dehors. On a vraiment le pouvoir en place qui manifeste sans difficulté. Et de l'autre côté, les organisations de la société civile, les activistes, les partis politiques ont des difficultés à faire simplement leur travail politique qui est de tenir les réunions, qui est de lever la voix pour dire ça ne va pas ou dénoncer ce qui se passe en face. Donc ça, c'est notre réalité. Et dans cette image, nous avons là celui de BBC News, les avocats en 2016 au nord-ouest ont lancé des mouvements, ont lancé dans la revendication anglophone, sont sortis en toge, habits et tout. Donc, c'était une manifestation bien évidemment pacifique
qui s'est achevé par une brutalité inouïe. Et à la suite, on sait ce que ça a donné. La crise anglophone aujourd'hui, c'est des milliers de morts et tout parce qu'une partie de cette manifestation interdite. Donc, ça, c'est la réalité au Cameroun. Et pour ce qui est de Stand Up for Cameroun, nous avons mené depuis 2016, notre quotidien n'est fait que des manifestations, il faut le dire, n'est fait que des manifestations. Et nous avons pris sur nous, au niveau de Stand Up for Cameroun, de ne plus manifester. Parce que ce soit la déclaration qui devient une demande d'autorisation, il y a une loi, la loi antiterroriste. Je ne sais pas si mes autres camarades ont évoqué cette loi antiterroriste, s'ils l'ont dans ce pays. Je ne sais pas aussi si ça existe dans les pays sahéliens, si Ousmane l'a en a fait cas, mais en 2014, au Cameroun, a été votée la loi antiterroriste. Et cette loi, comme nous l'avons très bien compris à l'époque, n'avait rien d'antiterrorisme. En fait, elle était destinée aux activistes, aux hommes politiques et autres. Parce que dans cette loi antiterroriste, on a de la peine à définir. La définition qu'on donne de terrorisme est tellement vague que aujourd'hui, les manifestations publiques, tous les manifestants qu'on prend, qu'on arrête aujourd'hui, sont traduits devant le tribunal militaire au Cameroun. Vous avez des manifestations, des actions civiles, et vous vous retrouvez devant le tribunal militaire, et à chaque fois, vous êtes accusé d'attentat à... qu'est-ce que je veux dire? Ils vont parler d'hostilité contre le gouvernement, incitation à la révolte, tentative de rébellion pour des personnes qui ne jouent que leur rôle politique et qui se retrouvent devant les tribunaux militaires. Donc ça, c'est la réalité du Cameroun. Et on a aujourd'hui des responsables du MRC, le principal parti d'opposition au Cameroun, qui sont détenus justement et qui passent plutôt au tribunal militaire qu'au tribunal civil. Donc, c'est cette réalité-là. Et pour ce qui est de ma part, j'ai pas encore fait la prison, mais les arrestations, c'est pratiquement, je dirais, plus d'une cinquantaine d'arrestations depuis 2016. Oui, je suis partie de 2016 parce que je n'ai pas comptabilisé les autres. Donc, détenus, arrêtés à chaque fois, à chaque manifestation, détenus. Heureusement, les pressions venant de gauche à droite, l'organisation, parce que la capacité d'organisation de Stand Up for Cameroun est telle que quand nous sortons, nous savons qu'on doit être arrêtés. C'est ça la réalité. Nous devons être arrêtés et nous sommes préparés. Donc, les pressions, la plupart de l'homme m'ont tout le temps sorti des cellules. Et ce que je fais actuellement en tant que membre de Stand Up for Cameroun, c'est la mobilisation pour que les activistes ne restent pas en prison. Les activistes ne doivent pas rester en prison et c'est ce en quoi je me focalise le plus. Et donc, je l'ai fait pour les étudiants de la DEC. La DEC, c'est l'association pour la défense des droits des étudiants au Cameroun. Des activistes, je n'en compterai pas. Je citerai pour le plus récent Patrick Nganan, l'écrivain qui est aux États-Unis et qui a été interpellé. Je citerai qui encore? Les militants du MRC et bien évidemment les militants et les membres de Stand Up for Cameroun qui ont été arrêtés le 18 septembre 2020 pour une marche qui était programmée le 22. Donc, ils ont été arrêtés bien longtemps avant. Heureusement, nous sommes sur ce cas avec Amnesty. Ils sont sortis, Amnesty International, oui. Ils sont libres, mais la lutte continue parce que les arrestations se poursuivent, continuent au Cameroun. Et en guise de conclusion, je dirais
Je dirais, oui, nous demandons au Cameroun rien que l'application des textes, parce que les textes sont clairs, on a la liberté, tout en rappelant à ceux qui nous gouvernent, à tous ces dictateurs qui nous répriment, que les révolutions et les révolutionnaires n'ont jamais demandé des autorisations pour manifester. Ils manifestent et obtiennent la liberté qui est nécessaire pour tout le monde. Merci beaucoup. Et je m'excuse pour Internet qui a beaucoup dérangé. Non, tu n'as pas à t'excuser. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est vraiment pas de ta faute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bergeline. Merci pour le contexte que tu nous as présenté, le décalage entre les lois et la réalité. Et merci pour ton engagement, ton grand engagement dans un contexte si difficile. Tu es une femme. Et puis, nous connaissons plus ou moins la répression de nos différents États. En tout cas, félicitations et puis merci. Nous avons pu avoir nos 4 panélistes. Un peu de difficulté avec Bergeline, mais Dieu merci, elle a pu passer. Je vais terminer pour vous dire merci. Merci à Ousmane, merci à Khaled, merci à Saïkou, merci encore à Bergeline. Avant que Adenike ne passe la parole pour les échanges avec les panélistes, je peux vous remercier. Vous remercier pour votre générosité, pour votre engagement dans des contextes assez difficiles. Et sans trop tarder, sans trop parler, Adenike, à toi la parole. Merci beaucoup Hervé et merci beaucoup également à l'ensemble des panélistes. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Je vous invite donc à écrire vos questions dans le question-réponse et non dans la conversation afin de bien distinguer les deux. Entre-temps, pendant que les questions sont soumises, j'aimerais attirer votre attention à une action en ligne sur le site d'Amnesty. Donc, c'est une pétition qui appelle les autorités algériennes à libérer sans délai et sans condition l'ensemble des détenus d'opinion du Hirak qui ont exercé pacifiquement leur droit à la liberté d'expression et de manifestation en Algérie. Le lien de cette action sera bientôt partagé dans la conversation, donc je vous invite à l'utiliser pour passer à l'action. Je vous invite également à consulter notre site internet pour voir les autres ressources disponibles en lien avec le droit de manifester. De plus, je me permets de vous inviter, pour ceux et celles qui sont à Montréal, à vous joindre à Amnesty International Canada francophone lors de notre marathon d'écriture annuel qui est organisé le 10 décembre prochain dans le cadre de la campagne Écrire ça libère dont la thématique est le droit de manifester. Je vais à présent repasser la parole à Hervé pour la période de questions-réponses. Il nous reste 15 minutes, donc on essaiera de répondre au maximum de questions dans le temps qui nous est imparti. Donc Hervé, la parole est à vous. Merci beaucoup, Adenike. On donne la priorité aux personnes qui ont posé les questions, c'est ça, Adenike? Oui, tout à fait. OK. Je pense qu'on a assez de questions. On a assez de questions. Bon, pour ne pas, le temps est tellement short, il y a beaucoup de questions. Moi, j'avais une question, mais je vais laisser ma question donner la priorité aux internautes. Il y a une personne qui demande, est-ce qu'Amnesty réussit à faire pression sur le gouvernement africain? Ces derniers se montrent-ils coopératifs? Existe des exemples de victoire? Je pense que c'est pour Ousmane. Ouais. Il y a Narjed Guetta qui dit quand même penser à Lazare Zouemia, militant d'Amnesty International d'origine algérienne, condamné par les autorités algériennes à 5 ans de prison par accoutumance à raison de son soutien au mouvement Irak à Montréal. Khaled, aurez-vous un mot à lui adresser? Toujours Nared, en tant que citoyen des pays occidentaux, quelle action devons-on entreprendre pour soutenir les luttes des différentes sociétés civiles en Afrique? Toujours Najed, qui a posé au moins 3 questions. Même s'ils sont imparfaits, quel pays africain pourrait constituer des exemples à suivre en termes de respect des droits de l'homme et notamment le droit de manifester? Hector Tremblay, il vient sa dernière question. Ma dernière question est la suivante. La jeune militaire malienne a su avoir le soutien de la population. Quelle est la solution? Quelle est la situation sur ce point? Et sa troisième question,
en vue des élections présidentielles prévues le 24 février au Sénégal, y a-t-il quelque chose à craindre en termes de répression et d'ingérence dans le processus démocratique? Voici les 5 questions, si je ne m'abuse. Adenike, c'est bon? Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'on peut donner la parole à Ousmane afin qu'il réponde à la première question concernant les victoires d'Amnesty. Merci. Merci beaucoup. Si vous permettez, Adenike et Hervé, je vais répondre à la question, la première question, mais la question aussi sur la junte militaire malienne et sur le contexte des élections au Sénégal en février 2024. Donc, notamment en termes, la question qui porte sur les pressions, est-ce que ça marche? Est-ce que les États se montrent collaboratifs? Je pense que la pression, elle doit être constante. C'est-à-dire, ce n'est pas un résultat immédiat. Dans le cadre d'une campagne, notamment pour dénoncer des violations des droits humains et appeler à la mise en conformité avec les normes de droit international. C'est progressif. Au Niger, par exemple, pendant longtemps, on s'est heurté à un mur de silence de la part des autorités qui avaient une attitude très dure vis-à-vis de la société civile nigérienne. Mais on voit qu'au cours de l'année 2022, il y a un dégel de ces tensions-là. Il y a des changements dans la loi sur la cybercriminalité. Il y a moins de harcèlement de la part des autorités contre les acteurs de la société civile. Et cela peut être dû au fait qu'il y a eu un changement à la tête de l'État nigérien, mais ça montre juste que des campagnes, peut-être que les résultats sont immédiats, mais c'est progressif. C'est-à-dire qu'il faut toujours mettre la pression. Les autorités, en général, de manière générale, tiennent à leur respectabilité au niveau international, notamment en termes avec leurs partenaires occidentaux, mais aussi autres, et ne veulent pas que certaines des violations des droits humains soient connues, soient discutées et que des questions leur soient posées par leurs pairs, mais aussi par des membres d'Amnesty International sur ces questions. Donc, je pense qu'au Niger, on a pu avoir un succès en 2022, notamment en termes d'impact avec les révisions de la loi sur la cybercriminalité. Mais ce sont des changements qu'il faut maintenir, c'est-à-dire que rien n'est acquis et il faut toujours être vigilant par rapport à des violations et abus potentiels des droits humains. Maintenant, au Sénégal, c'est beaucoup plus dur à l'heure actuelle. Il y a un climat politique très tendu, notamment entre le gouvernement et l'opposition. Et souvent, Amnesty International est accusé par les autorités d'être partial avec l'opposition et de tout le temps dénoncer le pouvoir. Bon, nous, on sait que ça fait partie de leur stratégie, d'essayer de minorer ou de marginaliser certaines des recommandations qu'on leur pose. Et il y a au moins, on a eu une réunion de plaidoyer où les autorités étaient très peu enclines à appliquer certaines ou bien à mettre en œuvre certaines des dispositions, notamment sur la transparence par rapport aux enquêtes judiciaires et à l'abrogation de l'arrêt du jugement de la CEDEAO sur l'arrêté ministériel Ousmane Ngom. Mais voilà, on s'est heurté à un mur et il va falloir peut-être prendre du recul, réfléchir encore plus dans le cadre de la campagne Protect the Protest qu'on va mener sur comment amener les autorités à changer progressivement leur ligne et à faire respecter ces droits qui sont fondamentaux. Donc, je vais continuer sur le Sénégal, notamment par rapport aux élections de février 2024. Oui, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a clairement une tension au sein de la classe politique sénégalaise et les risques de débordement sont réels. Je parlais des manifestations de mars 2021, on avait vu 14 personnes tuées, dont 3 enfants. Au mois de juin 2022, dans le contexte des manifestations préélectorales, 2 autres personnes ont été tuées via des cas d'usage excessif de la force, des cas d'usage mortel de la force. Et on sait qu'en 2023, on s'attend à cela, il y aura plus de manifestations, surtout si l'actuel président décide de se représenter aux élections de février 2024, parce que selon la Constitution de 2016, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Et il y a déjà des différences d'interprétation. Bon, on les craignait tous en 2016-2017, mais on voit que ces débats-là ressurgissent à l'heure actuelle. Et c'est clair que s'il se représente, le climat sera très tendu et l'impact sur les droits humains sera immédiat au Sénégal.
Par rapport à la dernière question sur la junte militaire et le soutien populaire, oui, je pense qu'il y a un soutien populaire non négligeable aux autorités de la transition malienne. Les sanctions de janvier 2022 par la CEDEAO ont été très mal perçues au Mali, notamment et ont créé un sentiment de ralliement autour du drapeau national. Donc, pour soutenir les autorités de la transition qui avaient dénoncé l'influence de la France derrière ces sanctions-là, notamment en les décrivant comme illégales, illégitimes. Jusqu'à maintenant, ce soutien, il est toujours réel, notamment au sein des acteurs, parfois de la société civile, et cela crée de l'autocensure de la part de ces acteurs-là, mais aussi des acteurs de la presse. Donc, le soutien dans les rues de Bamako, il est réel. Maintenant, quand on voit plus au nord du pays, que ce soit à Mopti ou bien à Gao, Kidal, Menaka, ce soutien est beaucoup moins fort comparé à Bamako. Et ce soutien se nourrit beaucoup du sentiment anti-français et des critiques de l'intervention internationale depuis 2012. Maintenant, ce soutien n'est pas définitif, n'est pas acquis. C'est-à-dire que les autorités maliennes, dans le cadre de leur changement de posture géopolitique, ont utilisé ces tensions-là pour asseoir leur légitimité par rapport à une classe politique qui a déjà été décrédibilisée au Mali et s'ériger comme le dernier rempart face à des acteurs internationaux qui veulent empêcher la refondation, entre guillemets, du pays. Maintenant, le soutien des autorités de la transition s'appuie sur différents blocs qui ont des intérêts pas forcément similaires. Donc, il y a des mouvements de jeunes comme Yerewolo Debout sur les remparts, il y a les syndicats, il y a aussi parfois des acteurs de la société civile. On peut noter que ce soutien-là commence à s'effriter au cours de ces dernières semaines-là. Il y a de plus en plus de critiques par rapport à la transition qu'il n'y avait en début d'année. Il y a des menaces de paralysie du pays suite à des dépôts de préavis de grève, notamment du syndicat des enseignants, des magistrats, par rapport à la gestion de ce secteur-là par les autorités de la transition. Mais je pense que ce qui va forcément déterminer le soutien, le succès populaire des autorités de la transition, c'est leur gestion, par exemple, du coût de la vie à Bamako et dans plusieurs villes du pays. Parce qu'au bout du compte, c'est en dépit des tensions générées et de la rhétorique, si les autorités n'arrivent pas à assurer l'essentiel, ce soutien-là va complètement disparaître. Donc voilà, j'espère avoir répondu aux questions. Ouais. Ousmane, si tu peux aussi, il y a Najet qui demandait, je ne sais pas si tu peux donner ta contribution aussi. Juste avant ça, vu qu'il ne nous reste pas énormément de temps, pardon de vous couper, je pense qu'on peut passer la parole à Khaled et Bergeline, comme ça les deux pourront donner leurs réponses et malheureusement après on ne pourra pas prendre plus de questions. Donc Khaled, à vous la parole, puis ensuite Bergeline. Merci. Okay. Merci beaucoup. D'abord, pour répondre aux questions qui ont été posées sur le rôle d'Amnesty International, moi, quand j'étais en prison, j'ai lu un livre où j'ai appris que Amnesty International était intervenu en 1985 pour faire libérer un grand opposant algérien à l'époque au régime qui est décédé malheureusement cette année. C'est Ali Yahya Abdenour, qui est un membre fondateur de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Il a été arrêté pour avoir fondé une Ligue des droits de l'homme indépendante en 1985 et il a été arrêté. Et c'est grâce à Amnesty International à l'époque qu'il avait été libéré. C'est pour vous dire rôle que joue l'association non gouvernementale très important. Dans mon cas personnel, moi, je suis persuadé que si je suis libre aujourd'hui, c'est aussi grâce au rôle exceptionnel qu'a joué Amnesty International, Reporters sans frontières et d'autres organisations non gouvernementales qui se sont engagées en ma faveur. Donc, c'est pour répondre à la question, oui, le rôle des ONG est très important, il doit se poursuivre. Bon, il est normal que les ONG vont toujours être critiquées, elles vont toujours être vilipendées pour des prétendus intérêts, etc. Mais il faut vraiment faire confiance aux organisations non gouvernementales qui se battent pour les droits avec honneur et indépendance. Et je veux les saluer aujourd'hui, et en particulier Amnesty International. Merci beaucoup. Merci. Merci, Khaled.
c'est pas Bergeline. Bergeline, voilà. Good. Bergeline, je suis d'accord avec Khaled et Ousmane que le rôle de Amnesty et des organisations, des institutions internationales sont importantes dans le combat pour la liberté de manifestation en Afrique, mais seulement il faut noter que nos États, nos pays, s'accommodent déjà de la pression de ces organisations internationales. Ce sont des pays qui apprennent à vivre avec ces communiqués, ces déclarations qui viennent des organisations internationales. Et pour le cas du Cameroun, à la limite, elles menacent même ces organisations internationales. On a un ministre de l'administration, Télistoria, qui ne se gêne pas souvent pour en direct s'attaquer à ces organisations et de façon frontale. Et a même déjà commencé à interdire l'existence de certains sur le pays. Donc, n'oublions jamais qu'on est en dictature. Le rôle de l'Amnesty et plein d'autres organisations internationales sont importants, mais le gros challenge, le gros travail demeure, nous, les activistes sur le terrain, demeure, nous, le travail qui se fait sur place au pays, parce que c'est cette pression qui est directe, c'est elle qui est qui va directement, qui touche directement ses pouvoirs en place, sans minimiser le travail des autres. Donc, c'est pour dire que c'est une combinaison des choses et que de force, de pression, et que de plus en plus, nos États, pour ce qui est du Cameroun, commencent à s'accommoder des institutions internationales. Et là, il faut faire très attention. La preuve est que Ousmane a dit que c'était un peu lent, les travaux, les pressions des organisations internationales. La preuve, la répression augmente. On a commencé depuis des années que nous sommes dans le combat et autres, plus les aspirations politiques, plus les aspirations des populations augmentent avec des gouvernants qui durent longtemps, la répression devient de plus en plus forte. Et ce que je suggère, c'est généralement des sorties groupées Amnesty, Human Rights, je ne sais plus qui, une sortie réellement groupée de ces organisations qui pourraient peut-être aider à passer à une étape supérieure. Parce que quand chacun vient individuellement, ça a son point, mais imaginez en masse et en gros, avec la force interne, les dynamiques internes, je pense que cela aura plus d'effet aujourd'hui que auparavant. Merci. Aussi, Saïkou, à toi. Mais désolé, le temps est tellement short. Voilà, on va aller rapidement. Ok, non, moi je ne veux pas revenir sur ce que les autres sont en train de dire, mais je suis en train juste de rappeler que dans mon cas, Amnesty a joué un grand rôle. C'est pourquoi j'ai levé la main pour remercier. Parce que n'oubliez pas, les pétitions sont directement envoyées vers les autorités. En dehors de cela, il y a également les questions de lobbying auprès des partenaires bi- et multilatéraux des États. Vous savez que les États sont économiquement très fragiles, donc ils ont des donateurs et Amnesty et les autres organisations internationales souvent saisissent les gouvernements pour les dire attention, vous êtes en train d'envoyer de l'argent dans des pays où on achète des armes, on réprime les populations. Et c'est là, l'exemple palpable, c'est tout récemment l'action du FNDC. Vous avez vu à travers le cabinet Bourdon, on a écrit au gouvernement français pour stopper sa population militaire avec la Guinée. Et cela s'est fait à travers le lobbying des organisations comme la FIDH, comme Amnesty International, comme Frontline Defenders. Donc, c'est pour dire quelque part que ces actions, même si elles ne sont pas directement visibles, elles existent. Et je crois que cet environnement joue énormément en faveur de l'exercice des droits et des libertés, mais également énormément en faveur de la libération des militants pro-démocratie arrêtés, mais énormément en faveur des militants ou des populations qui sont massacrées. Et après, vous avez vu, il y a toujours des actions judiciaires en cours qui suivent. Et tout cela, c'est dû au fait que ces organisations
à l'image d'Amnesty International, travaille pour permettre qu'on puisse judiciariser toutes ces questions. Voilà donc ce que je voulais préciser concernant la question des actions d'Amnesty et autres. Ok. Merci beaucoup, Saïko. Merci à vous tous. Merci à Virginie, à Ousmane, à Khaled. Et surtout aux internautes qui ont posé des questions. Avec nous, on est obligé de ravaler nos questions. Parce que le timing aussi est short et la priorité, c'était surtout aux questions des internautes. J'espère qu'ils ont été satisfaits. Et tous, merci à vous les internautes. Je pense que vous avez été satisfaits pour la plupart des questions. Je n'ai pas eu tout de réponses. Je voudrais vraiment vous excuser à cause du timing. Mais moi-même, j'avais au moins 2-3 questions, mais je n'ai pas pu les poser. Okay. Merci à tous et merci surtout à Amnesty Canada francophone pour l'espace que vous donnez à ces citoyens d'un autre continent que le continent américain où vous êtes, le continent africain. Il y a beaucoup de défis et ces défis-là, je pense qu'ensemble, nous allons tous se relever. Je vous remercie et Adenike, je passe la parole pour conclure. Merci beaucoup Hervé. Avant de toutes et tous vous laisser partir avec quelques minutes de retard, je vous invite encore une fois à passer à l'action et à consulter notre page web. Encore une fois, toutes nos excuses de ne pas avoir pu répondre à l'ensemble des questions. Suite à ce webinaire, je vous prie de noter qu'une évaluation vous sera envoyée. Merci de nous aider à améliorer cette série de webinaires en y répondant. Puis j'aimerais également prendre le temps de remercier Hervé Kokou pour la modération du webinaire d'aujourd'hui, ainsi que nos 4 panélistes, encore une fois, donc Khaled, Ousmane, Bergeline et Saïkou, pour leur participation à ce webinaire et pour leur partage avec nous. Un énorme merci de la part d'Amnesty International à vous toutes et tous pour votre participation. Je vous souhaite donc de passer une très bonne journée et à la prochaine. Merci beaucoup.